On se trouve aujourd'hui sur un site d'habitat préférentiel de l'engoulevent-bois-pourri, cette espèce à statut précaire. Comment va se dérouler la capsule? 3 étapes simples. La première, je vais vous faire une brève description de l'espèce. Deuxième étape, on va aller visiter ensemble un habitat de nidification et un habitat d'alimentation. Et troisièmement, grâce à la technologie d'un drone, on va pouvoir constater ensemble la transition entre un milieu ouvert, semi-ouvert et la forêt. Donc, je commence par la brève description de l'espèce. Ce qu'il faut savoir sur cet oiseau strictement insectivore, c'est qu'il a un plumage tacheté de gris et de brun, avec les ailes et la queue arrondies. Ce qui différencie le mâle de la femelle, c'est très simple. Le mâle va avoir en haut de sa poitrine un collier blanc et aux extrémités des ailes de la queue des taches blanches. Pour ce qui est de la femelle, ces éléments seront de couleur chamois ou brun. Donc, on peut rarement voir l'espèce le jour, mais heureusement, on peut l'entendre la nuit grâce à son chant très particulier qu'on va entendre ensemble à l'instant. Maintenant, je vous invite à me suivre. On va aller visiter ensemble un site de nidification. Allons-y. Donc, on se retrouve dans un site que le Croate a caractérisé l'an passé. Donc, on se retrouve dans une forêt de bouleaux assez claire qui va répondre aux besoins de nidification de l'espèce. Donc, les 3 caractéristiques, probablement la plus importante, c'est d'avoir un sol bien drainé, pour pas que, dans le fond, les œufs qui sont apposés directement au sol se fassent transporter par ruissellement, donc par l'eau. Ensuite de ça, au niveau de la sous-canopée, qu'on va appeler aussi sous-bois, il faut que ça soit assez dégagé, qu'on va appeler clairsemé. Puis aussi la couverture au sol, donc on peut voir que c'est dégagé également, donc beaucoup de feuilles. Puis finalement, une autre caractéristique très importante, c'est la densité de la canopée. Donc là, on le voit à 45, puis hop, on le voit à 180. Donc on voit clairement là, qu'il y a beaucoup de feuilles qui font obstruction à la lumière. Donc pour résumer, voici les 3 caractéristiques fondamentales. Puis une autre chose importante à se souvenir, c'est qu'il faut être à proximité d'un milieu ouvert. Donc en ce moment, on se trouve environ à 20 mètres. Donc on se transporte maintenant dans le site d'alimentation. On retrouve de nombreux arbres et arbustes éparses. Ici, c'est principalement du bouleau à papier. Ces perchoirs, c'est vraiment un critère important puisque lors de la période de chasse le soir, il va pouvoir détecter sa proie grâce au clair de lune. Puis une fois sa proie détectée, tel par exemple un moucherolle ou un tyrannidé, il va pouvoir capturer sa proie puis retourner se percher. Donc on peut voir que la strate arbustive est assez dense. Ensuite de ça, on a un sol assez mal drainé, même inondé une partie de l'année. Puis finalement, on est dans un milieu ouvert, donc on pourrait dire qu'on n'a aucune canopée puisqu'on n'est pas dans une forêt. Donc, bonjour tout le monde. Je fais un petit test de son. Est-ce qu'on m'entend bien? Parfait. Donc, mon nom est Frédéric Charon. Je suis chargé de projet au Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. On va passer l'heure du midi ensemble. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo qui vient résumer un peu ce qu'on va parler ce midi. Donc, je vais partager mon écran. Tu peux me donner l'accès.
Et on voit bien l'écran. Donc, aujourd'hui, je vais faire une présentation sur un oiseau menacé, l'engoulevent bois pourri. Ça fait maintenant près de 3 ans que je travaille sur cette espèce-là, entre autres là, pour améliorer sa conservation. Donc, en introduction, la mission du CRAT, c'est vraiment de promouvoir la conservation et l'amélioration de la qualité de l'environnement dans une optique de développement durable. Évidemment, souvent, on dit ça rapidement, mais concrètement, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de protéger le plus possible les ressources naturelles pour que les prochaines générations qui suivent aient la même qualité de vie que nous en ce moment. Donc, l'engoulevent bois pourri, c'est quoi cette bébête-là? Je vais vous dire ça. Donc, sa famille fait partie des Caprinulgidae. Son nom scientifique, c'est Anthrostomus vociferus. Sa longueur, environ 25 cm, donc à peu près gros comme un pigeon. Son poids, 54 grammes. C'est un oiseau qu'on va vraiment rarement observer puisqu'il est nocturne, mais il est vraiment facile à entendre parce que son chant il est puissant, il est fort, puis il est distinct. Là. Il n'y a aucun chant qui ressemble à celui de l'engoulevent bois pourri. Physiquement, de jour, par exemple, vous pourriez l'observer sur une branche au repos. Donc, on note l'arrêt médiane qui traverse la tête sur sa calotte, puis une grande rayure grise sur son dos entourée de 2 rayures noires. Le mâle, évidemment, comme j'ai dit tantôt dans la vidéo, il va avoir un collier blanc, puis la femelle plutôt chamois. En vol, on remarque justement la tache blanche sur la queue et les ailes arrondies. Voici une espèce au repos. On peut voir que son plumage est assez cryptique, donc il se morfond bien dans son environnement. Donc, comme je l'ai dit, les taches blanches sur la queue, vraiment, c'est une caractéristique physique qu'on peut observer lorsqu'il vole. Puis, les ailerons. Puis, son cousin, l'engoulevent d'Amérique, lui, il va avoir plutôt les ailes pliantes, on pourrait dire, pointues. Puis, à la place que la tache blanche soit sur la queue, ça va être directement près du coude de l'aile, juste en haut. Puis, excusez. Justement, on peut observer là, que les ailes de l'engoulevent d'Amérique sont beaucoup plus coudées. Là. On peut voir le coude qui vient un peu changer l'angle de l'aile. Les caractéristiques comportementales, la différence entre l'engoulevent d'Amérique et l'engoulevent bois pourri. Premièrement, l'engoulevent d'Amérique, ça va être un oiseau qu'on va davantage voir en milieu urbain. Puis, à la manière des hirondelles qu'on voit dans le jour, là, il va virevolter dans les airs puis il va capturer plusieurs proies. L'engoulevent bois pourri, lui, il va chasser à partir d'un perchoir. Donc, ça lui prend une vue bien dégagée. Puis, il va faire en fait des courts vols entre différents perchoirs. Puis, on dit qu'il va être fidèle à ses perchoirs habituellement. Donc, s'il chante un soir à un perchoir, on risque de l'entendre dans d'autres sorties. Donc, on va réécouter son chant ensemble rapidement. Je partage mon son. Problème technique. OK.
Donc, c'est assez impressionnant. Il peut chanter comme ça jusqu'à 100 fois sans interruption. Donc, les habitudes de l'engoulevent bois pourri, il y a des études là, qui ont prouvé qu'il était presque 2 fois plus actif les soirs de pleine lune. Entre autres, là, on pense que c'est parce que justement sa vision est optimale. Donc, il fait partie d'un groupe qu'on va appeler les insectivores aériens qui ont subi des grandes baisses dans leur population. Donc, les individus, les espèces qui font partie de ce groupe, on a le martinet ramoneur, on a les moucherolles, puis le martinet, entre autres. Donc, il se nourrit exclusivement d'insectes, par exemple les papillons nocturnes et les scarabées. Pourquoi c'est une espèce qui a subi une grande baisse dans sa population? Il y a plusieurs facteurs, mais ceux qu'on connaît, c'est qu'il y a des facteurs limitatifs, en fait, c'est qu'ils pondent un petit nombre d'œufs. Donc, si on pense par exemple au merle d'Amérique qui peut pondre de 8 à 10 œufs, l'engoulevent peut juste en pondre 2. Donc, les chances de survie de la prochaine génération est faible. Puis la fonction parentale, c'est, pour traduire un peu, c'est en fait les 2 parents qui vont s'occuper des œufs, à couvrir les œufs. Donc, ici, on a l'image d'une femelle avec les 2 petits. Donc, on peut voir là, que ça serait assez difficile de les voir au sol lorsqu'on marche en forêt, par exemple. La distribution de l'engoulevent bois pourri, évidemment, l'engoulevent bois pourri ne passe pas toute l'année avec nous. Comme plusieurs, là, ils décident d'aller plus au sud là, pour passer l'hiver. Il peut aller là, jusqu'en Amérique centrale, mais principalement, il se trouve dans le sud des États-Unis. Donc, il va passer une partie de l'année avec nous, c'est-à-dire du mois de mai-avril au mois de août pour sa période de reproduction. Donc, le fameux COSEPAC, le Comité sur la situation des espèces en péril du Canada, est venu placer, si on veut, des carrés d'habitat essentiel de 10 km par 10 km. Donc, ces carrés-là ont été définis selon 2 critères. Le premier critère, c'est s'il y a des mentions répétées d'individus, dans le fond, qu'on voit ou qu'on entend. Puis, le deuxième critère, c'est les caractéristiques de l'habitat convenant. Donc, on va les voir tantôt, mais par exemple, des forêts clairsemées ou des milieux humides, des dénudés secs, comme les caps rocheux. Donc, pour finir sur cette diapositive-là, ces carrés-là sont très importants pour la conservation de l'engoulevent puisque c'est là qu'on retrouve le plus grand nombre d'individus. Donc, c'est dans ces endroits-là qu'on va concentrer nos efforts de conservation. Donc, ici, on a une petite carte de Rouyn-Noranda. Plus au nord-ouest, là, justement, c'est là qui est le carré jaune qu'on voyait, celui de gauche. Donc, le carré rouge que vous voyez à l'écran correspond au carré d'habitat essentiel dont je viens de vous parler. Les petits pentagones, je crois, jaunes sont des individus, dans le fond, des mentions à travers les années. Donc, le CREAT a fait des inventaires pendant l'année 2018-2019. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait 19 sur 24 individus qu'on avait répertoriés qui étaient dans ce carré rouge-là.
Donc, les autres étaient à l'extérieur, les 5 autres. Donc, nous aussi, on a décidé au CREA de mettre l'emphase ou l'effort plutôt dans ce carré. Juste pour situer un peu, c'est sur le chemin Jason, des Mines et Millenbach, près de D'Alembert. Donc, l'engoulement bois pourri, selon la loi, c'est une espèce menacée au Canada. Puis au Québec, il est susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable. Donc, on retourne à notre fameuse carte. Le CREA a décidé de fragmenter, si on veut, nos connaissances autour de où est-ce qu'il y avait la majorité des individus. Donc, en haut, on a le chemin Jason, puis en bas, on a le chemin Millenbach. Le chemin Jason, ce qu'on peut constater sur cette carte-ci, c'est que il y a plusieurs milieux fortement perturbés, dont un site où est-ce qu'on accumule les résidus miniers. On peut noter également le vieux brûlis en rose en bas qui date des années 1945. Puis plusieurs aussi dénudés et semi-dénudés secs, donc les fameux caps rocheux qui font office en fait de milieu ouvert. Puis on va voir que c'est très important, je vais en reparler tantôt. Très peu pour ce qui est des espèces, dans les critères de sélection d'habitat de l'espèce, c'est pas nécessairement, il ne va pas nécessairement choisir son habitat en conséquence des espèces d'arbres. Il ne choisira pas nécessairement des peuplements de bouleaux. Il va plus choisir son habitat en termes de densité. Donc, si par exemple, il y a une bonne vision dans l'habitat, ben, il va préférer ça que de choisir plutôt une forêt à proprement dit un type de forêt. Ensuite, le chemin Millenbach, on peut voir qu'il y a davantage de pins gris, de forêts de pins gris. Ce qui est intéressant avec les forêts de pins gris, c'est que souvent, les pins gris vont pousser sur un sol bien drainé. Donc, c'est une caractéristique qui est importante dans l'habitat de l'engoulevent puisqu'il il pond ses œufs directement au sol. Donc, il faut qu'il y ait un sol bien drainé là où est-ce qu'il va pondre ses œufs. On peut voir également qu'il y a encore beaucoup de milieux ouverts comme les caps rocheux, puis un autre ancien site minier aussi. Les problématiques, comme je l'ai dit tantôt, les insectivores aériens ont subi des grandes baisses dans leur population. On connaît encore peu la cause exacte, mais on se doute que c'est dû, entre autres, à cause de la baisse des populations d'insectes qui sont sa nourriture favorite. Puis ensuite, il va être vulnérable aussi à la prédation puisqu'il pond ses œufs directement au sol. Les prédateurs, on a le chat domestique, le coyote, le raton laveur. Puis pourquoi, en fait, on a étudié l'espèce? Ben, c'est parce qu'on avait très peu de connaissances sur ses besoins en termes d'habitat. Donc, comme je disais, les causes sont inconnues, mais il y a des hypothèses. Là, je vous ai parlé de la diminution des populations d'insectes, mais il y aurait aussi la dégradation de l'habitat par, entre autres, l'étalement urbain et différentes activités anthropiques. On peut noter la foresterie, par exemple, ou les mines. Il y a également comme menace secondaire la collision avec les véhicules. Donc, on va aller plus concrètement dans l'habitat général de l'engoulevent.
Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est que l'habitat de l'engoulevent, c'est une espèce de mosaïque d'habitats ouverts et fermés. Donc, pour parler un peu plus dans un langage compréhensible, par exemple, si vous avez un champ puis une forêt, bien souvent l'engoulevent va être à la jonction entre les deux. Donc, on va appeler ça la lisière, la forêt. Fait que son habitat de nidification va être vers l'intérieur de la forêt habituellement. Il va avoir besoin, comme on a vu dans la vidéo, d'un couvert forestier qui va venir créer de l'ombrage avec un sol bien drainé, évidemment. Donc, ici, on peut voir 3 catégories de zones, on pourrait dire, fait que 3 cercles différents. Donc, on a au centre son aire de nidification. On a en deuxième son aire d'élevage, d'alimentation et de repos. Puis, en bleu, on a l'aire qui va servir à l'alimentation. Donc, ces 3 différents types d'habitats, on pourrait dire, vont servir à combler différents besoins, puis ils vont être soit plus ou moins tolérants aux perturbations. Une perturbation, ça peut être juste la présence d'un humain ou un 4 roues, le piétinement. Donc, par logique, plus on s'approche du nid, plus l'oiseau va être, ou le nid va être vulnérable à la perturbation. Donc, selon une étude de l'Ontario, les zones correspondent de 0 à 20 mètres pour le nid, ensuite de 20 à 170 mètres pour l'aire d'élevage, puis de 170 mètres à 500 mètres pour l'aire d'alimentation. L'habitat de nidification, on voit 2 photos. Donc, dans la vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je disais qu'il y avait beaucoup de feuilles au sol. Bien, dans la littérature, ils vont dire en fait que les scientifiques vont affirmer que les œufs vont être pondus souvent sur des feuilles. Puis, comme je vous ai dit, il faut que ça soit bien drainé. Ensuite, l'habitat d'alimentation, très important d'avoir des perchoirs. Puis aussi, les milieux humides, comme là, on a une espèce d'étendue d'eau temporaire, bien, ça va attirer les insectes souvent. Donc, si on a un exemple concret par une image satellite, donc on voit l'individu en rouge. Donc, ces zones de vulnérabilité-là peuvent être placées soit sur un mâle qu'on a entendu chanter ou sur le nid directement. Mais les deux sont bons, en fait, parce que souvent, le mâle va chanter pas très loin du nid. En fait, pour économiser le plus d'énergie possible. Donc, on peut voir là, que dans l'habitat d'alimentation qui est de 500 mètres autour de l'individu, on a justement un milieu humide au nord. Puis, on a également des caps rocheux, puis l'individu a l'air d'être tout près du cap rocheux, donc à l'intérieur de la forêt, mais près du milieu ouvert. Aussi, il est important de spécifier que dans la zone orangée de 20 à 70 mètres, si par exemple son nid, ben pas son nid, mais ses œufs se font détruire ou manger par un prédateur, bien, il va pouvoir faire une deuxième nichée dans certains cas et dans certaines conditions optimales. Donc, dans la phase 1 du projet en 2019, on a tenté là,
de répertorier les menaces qui étaient présentes sur le chemin de Jason, des mines et Melenbach. Dans le fond, les impacts de la foresterie passée datent surtout des années 90. Puis il y a eu un gros feu de forêt aussi dans les années 1945. On peut voir les cercles blancs, en fait, c'est des mentions d'individus. Donc, c'était pour voir un peu où est-ce qu'ils se situent les individus. Puis on peut voir qu'ils sont très près de la route. Puis on va voir pourquoi tantôt. Juste pour vous dire, là, en rouge, c'est les coupes totales. En mauve, c'est les coupes avec protection de la régénération, qui est en fait la nouvelle coupe totale là, qui respecte mieux les sols aujourd'hui. Puis la régénération, on pourrait dire. Bon, je pense que c'est le plus important. En rose, vous avez les brûlés. Ensuite, le secteur minier, on a 2 concessions minières actives. On a en vert, vert ou bleu marin. On a Glencore Canada. Puis en brun-beige, on a First Quantum Mineral. Les carrés ou les terres qui appartiennent à Glencore Canada, c'est en fait un ancien site minier qu'on va voir plus en détail tantôt. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement pour l'aider? Individuellement, je parle, mettons, dans notre cours. On peut éviter l'utilisation de pesticides qui vont tuer les insectes, une de ces... sa nourriture principale. Puis sinon, au niveau des travaux forestiers, que ce soit des grands travaux faits par des industries ou de la coupe à petite échelle avec une scie à chaîne, on va éviter là, de faire des coupes pendant la saison de nidification de l'espèce, soit du 1er mai au 1er août, pour ne pas briser les œufs. Puis, ça devient de plus en plus populaire, la participation citoyenne, donc la science participative. Justement, j'ai fait un webinaire là, 2 semaines sur ce sujet-là. Puis, je pense que ça va aider à outiller les gens. Mais entre autres, là, on parle de eBird, iNaturalist. Puis, vous pouvez nous contacter aussi si jamais vous entendez l'engouement. Donc, pour résumer, il y a eu 3 phases au projet. En ce moment, on est à la 3e phase. La première phase, on a vraiment fait des inventaires sur tout le territoire de Rouyn. On s'est rendu compte qu'il y avait 19 individus dans la zone critique que je vous ai parlé tout à l'heure. On a situé aussi dans la phase 1 les principales menaces autour et à l'intérieur de l'habitat. Ensuite, la phase 2, on est vraiment venu caractériser la végétation dans l'habitat de l'engoulevent. On a mis l'emphase surtout sur la structure de la végétation, donc la densité, comme je vous parlais tantôt, c'est très important puisque plus la densité est faible dans l'habitat de nidification, plus son succès de chasse va être fort, disons. Ensuite, on a également fait un plan de communication dans cette phase 2. La phase 3 portait beaucoup plus sur la conservation en tant que telle. Donc, on est en train de finaliser un plan de conservation sur l'espèce. Puis, j'ai fait beaucoup de sensibilisation dans les écoles. J'ai fait 8 classes, dont 6 classes dans les écoles primaires et 2 classes dans les écoles secondaires. Évidemment, là, dans le plan de conservation, on va remettre l'emphase sur les mesures de protection, puis aussi tenter de vraiment bien harmoniser les usages pour qu'on puisse le plus possible cohabiter avec l'espèce. C'est toujours ça le but. La protection, c'est vraiment pas de mettre une cloche de verre
sur l'habitat qu'on veut conserver. Donc, phase 1, 2018-2019, phase 2, 2020-2021. Puis en ce moment, on est dans la phase 3 qui va se terminer bientôt. Mais, inquiétez-vous pas, je poursuis vers un autre projet avec le martinet ramoneur cette fois, un autre insectivore. Donc, là, je vais vous parler davantage de la phase 2, donc lorsqu'on est venu caractériser son habitat. Caractériser, ça veut dire vraiment aller sur le terrain, puis prendre des mesures des arbres, de l'obstruction que le feuillage fait dans l'environnement, le type de sol, etc. Donc, la première photo ici, on peut voir que c'est un soir d'inventaire. L'espèce est la plus active, oui, les soirs de pleine lune, mais surtout de 10 à 11 heures du soir, un peu après le coucher du soleil. Ensuite de ça, ici, on peut voir une forêt qui est biétagée, qu'on va appeler. C'est qu'il y a vraiment 2 classes d'âge distinctes de peuplement. Donc, on peut voir directement, horizontalement à nos yeux, qu'il y a juste le nom anglais, de l'érable rouge. Puis plus haut, on a une forêt de tremble, plus haut en arrière. Ça correspond en fait à son habitat de nidification, la forêt plus en arrière. Donc, ça, c'est mon équipe terrain. Je voulais remercier encore Tatiana et Marc-Frédéric d'avoir participé. On peut voir aussi que j'ai un drapeau d'obstruction latérale que je soulève. Ça servait justement à évaluer l'obstruction que les feuilles font selon une distance. Donc, moi, je tenais le drapeau, puis Marc-Frédéric allait à 15 mètres, puis c'est comme ça qu'on pouvait évaluer la densité de la végétation. Ensuite, un autre petit outil intéressant, le densitomètre. Donc, c'est une petite boîte avec un miroir au centre. On met cet instrument-là à 90 degrés, puis on voit en fait la canopée de la forêt, donc la partie supérieure des arbres qui obstrue la lumière. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on imagine des petits points noirs à chaque extrémité des carrés. Puis s'ils sont couverts, on les compte. S'ils ne sont pas couverts, on ne les compte pas. Donc, ça va faire un résultat sur 96 qu'on va ramener sur 100. Ensuite, ici, on peut voir la technique d'inventaire qu'on a utilisée pour caractériser la végétation. Donc, je pense que je n'irai pas trop en détail là-dessus, puisque c'est un petit peu compliqué, mais juste vous dire que où est-ce que vous voyez le cercle au centre, ça correspond à un individu qu'on a réussi à localiser précisément. Puis c'est à partir de ce point-là qu'on allait dans 3 directions différentes pour prendre pour mesurer, c'est-à-dire les différentes caractéristiques de l'habitat. Grâce à nos résultats puis à la littérature, on est arrivé à pouvoir schématiser une clé d'identification d'habitat. Donc, le critère le plus important, c'est vraiment le drainage du sol. Si le sol est bien drainé, on s'en va tout de suite dans une catégorie. Puis si le sol est mal drainé, on s'en va tout de suite dans une autre catégorie. Donc, sol bien drainé rime vraiment avec l'aire de nidification. Puis sol mal drainé, plutôt d'alimentation. Puis qu'est-ce qu'on s'est rendu compte qui n'était pas présent dans la littérature, c'est que les anciens sites miniers qui ont un sol qui a été compacté, puis aussi une nature du sol assez pauvre, ça a créé en fait
de la rétention d'eau. Fait que le sol ne pénétrait pas dans l'eau. Ça faisait en sorte que, justement, il y avait de l'eau à la surface. Ça créait une sorte de milieu humide. Donc, celui-là, on l'ajoute dans les habitats d'alimentation. Puis, en plus, ces anciens sites miniers-là, ce qu'ils font justement à cause du sol qui est pauvre, c'est qu'ils inhibent, ça veut dire qu'ils diminuent ou ils ralentissent la croissance des arbres. Donc, ça crée des perchoirs parfaits pour l'espèce. Donc, je n'irai pas trop en détail, mais juste pour vous dire que justement, on a trois grandes catégories d'habitats. On a l'habitat de nidification, l'habitat d'alimentation, puis un habitat qui va répondre en fait aux deux besoins qui est à l'écran alimentation et nidification. Souvent, les types de milieux qui correspondent à l'alimentation et nidification, ça va être des jeunes forêts clairsemées. Donc, un sol bien drainé, mais avec beaucoup de perchoirs, puis assez dégagé aussi. Donc, on s'est rendu compte que grâce à notre inventaire, qu'on avait environ autour des individus, mettons sur un rayon de 80 mètres, on s'est rendu compte qu'il y avait environ 30 d'habitats d'alimentation et nidification, 30 strictement d'alimentation, puis seulement 6,1 de nidification. Puis aussi, on a un autre 30 qui ne correspondait pas à un habitat. Donc, qu'est-ce qui est important de noter, c'est que l'alimentation revient souvent soit dans le milieu qui répond aux deux ou strictement à l'alimentation. Si on additionne les deux, ça fait près de 60 Donc, c'est logique puisque lorsqu'on a fait les inventaires pour localiser les mâles chanteurs qui servaient justement au centre de nos placettes où est-ce qu'on allait prendre les données terrain, ben, ils se nourrissaient un soir de pleine lune. Donc, c'est certain qu'il va être plus vu justement dans des milieux dégagés qui vont répondre justement à l'alimentation. Donc, ici, à plus grande échelle, on peut voir le chemin de Jason au nord. Ensuite, à l'ouest, on peut voir le chemin des mines qui descend. Puis ensuite, plus bas, où est-ce qu'il y a les petites étoiles, c'est le chemin Millenbach. Donc, ce qu'on est venu faire ici, c'est de vraiment placer les différents types d'habitats concrètement dans un rayon de 1000 mètres autour des individus. Donc, on peut constater que les individus étaient principalement soit à l'intérieur ou près des sites d'alimentation. Puis, on me pose souvent la question de pourquoi tu as fait tes inventaires seulement près de la route et non pas comme vraiment loin de la route. Ben, c'est assez simple, c'est que lorsqu'on fait nos inventaires pour localiser les mâles, on fait un transect près de la route, donc c'est certain qu'on entend mieux près de la route. Mais l'autre critère aussi, c'est que généralement, les individus vont être près de la route parce que les milieux anthropiques, comme les anciens sites miniers, ont été près de la route eux aussi. Donc, si on va plus loin de la route, ben, il risque d'avoir moins de milieux ouverts perturbés. Donc, on a localisé précisément 17 individus. Donc, chaque petite étoile correspond au schéma que je vous montrais tantôt. Donc, chaque petite étoile correspond à un heure où on a fait nos inventaires de végétation. Sauf qu'on n'a pas fait 17 placettes d'échantillons, on a fait seulement 9 pour des raisons logistiques. Ensuite, parallèlement
à ça, on a aussi placé des enregistreurs audio dans le parc Guebel pour tenter de savoir s'il y avait des individus qui étaient déjà protégés à l'intérieur des frontières du parc. Puis, vous pouvez voir là, les chiffres avec les points qui correspondent à chacun des enregistreurs audio qu'on a placés dans le parc environ pendant 2 mois. Puis, les enregistreurs étaient réglés pour enregistrer des périodes de 5 minutes à des heures précises, comme le soir. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait un seul individu qui avait été entendu à la station, qu'on pourrait dire, d'enregistrement 1 et 2. On s'est rendu compte que près de l'enregistreur 1, il y avait eu une ancienne coupe. Je ne me souviens plus précisément l'année, mais dans les 50 dernières années, disons. Donc, ça a pu créer un milieu ouvert, puis ça a pu attirer l'espèce, puisque on a constaté que l'espèce n'a pas été plus profondément dans le parc, peut-être en raison justement car il ne cherchera pas à entrer dans des milieux forestiers denses, non perturbés. On s'est rendu compte que sur les 17 individus qu'on avait localisés, il y en avait 5 qui étaient sur un rocher. Il y a une étude qui a été faite en Ontario, presque à la même limite là, à la même latitude, c'est-à-dire que Rwanda. Puis, ils se sont rendus compte qu'il y avait une association positive entre la présence de l'espèce puis la présence d'habitats rocheux. Puis, le chercheur supposait que ça pourrait être en raison de la thermorégulation, c'est-à-dire que les rochers emmagasinent l'énergie du soleil, donc se réchauffent pendant le jour. Puis la nuit, lorsqu'il fait froid, le rocher, on pourrait dire, déploie ou, disons, rejette la chaleur. Donc, l'individu en Engoulevent bois pourri pourrait en profiter justement pour garder sa température plus chaude pendant la nuit. Donc, ça lui permettrait d'optimiser ses activités de chasse. Parce que, juste pour terminer là-dessus, une espèce va toujours chercher à diminuer ses coûts énergétiques. Donc, si justement il y a une source de chaleur, ben, il va avoir moins d'énergie à mettre pour réchauffer son corps. Donc, il va pouvoir se concentrer son énergie à d'autres activités plus importantes pour sa survie, comme chasser, par exemple. Bon, pourquoi une espèce ou un individu utilise-t-il un habitat en particulier? Il va choisir son habitat en fonction des caractéristiques abiotiques et biotiques. Abiotique, c'est tout le non-vivant. On pourrait dire les roches. J'ai pas d'autres exemples. Mais le vivant, ça va être les arbres, les animaux. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, nous autres, dans notre étude, c'est que l'association positive n'était pas nécessairement les rochers, mais c'était plutôt des forêts ouvertes de 2 à 4 mètres de hauteur. Donc, tantôt, quand on parlait de jeunes forêts, ça pourrait très bien correspondre. Donc, pour résumer, là, ça veut juste dire, ce graphique-là, que la plupart des espèces étaient à proximité d'une forêt ouverte, que les arbres mesuraient en moyenne 2 à 4 mètres. Fait que des petits arbres. Maintenant, on se transporte un peu en histoire. Donc, on va aller voir justement l'ancienne mine que je vous parlais de Glencore, qui est la mine Oued-Amulet, qui s'est située juste là dans les années 1935, qui a été une des 3 mines là, les plus rentables
par la diversité des minéraux, puis la quantité aussi. Donc, voici une vieille photo de la mine. Puis, aujourd'hui, en fait, sur cette photo satellite-là, on se rend compte qu'il y a encore des vestiges, donc encore des bases de structure, des rochers déplacés, le sol compacté. Donc, ce qu'on est venu faire, c'est une petite figure qui vient séparer, si on veut, les différents types d'habitats ou de milieux. Donc, en vert kaki, on a ce qu'on va appeler des arbres ou arbustes éparses. En fait, ce que ça veut dire, c'est juste des arbres qui sont assez distancés les uns des autres. Ensuite, en vert pomme, on a la forêt. Puis, en brun, on a la clairière qui correspond à des milieux ouverts. Donc là, vous pouvez vraiment constater que c'est une mosaïque de milieux ouverts et fermés. Ouvert, on va parler des arbres et arbustes éparses, la clairière. Puis fermé, on va parler de la forêt. Donc, aussi, c'est assez particulier, ce site-là, parce qu'il y avait 2 individus. Donc, on peut voir là, les étoiles, une plus en bas, une plus en haut. Ça correspond à des sites de champs d'individus. Donc, on va aller plutôt sur les résultats concernant excusez, j'ai eu une question. Est-ce que je réponds tout de suite? Je vais répondre à la fin aux questions, s'il reste un peu de temps. Il me reste combien de temps, là? 12 minutes. Ça devrait aller. Il me reste 7 diapositives. Donc, concernant les résultats de l'inventaire forestier, on s'est rendu compte, comme on peut le voir sur la figure, qu'il y avait une majorité de petites tiges, donc de petits arbres. Mettons, la ligne des X, c'est le DHP, ça veut dire le diamètre à hauteur de poitrine. Donc, les arbres, c'est rond, on calcule le diamètre de l'arbre. Donc, 2 cm, 4 cm, 6 cm, c'est vraiment la majorité des arbres qui étaient présents dans son habitat. Puis, qu'est-ce qu'on se rend compte avec ce graphique-là? C'est qu'on va appeler que ce graphique-là a une structure bimodale parce qu'on peut voir qu'à 10, il y a une montée. Donc, il y a plus d'arbres de 10 cm de DHP que de 8. Puis, on a une autre petite montée aux arbres de 16 cm de DHP. Donc, ce que ça nous dit, c'est que les peuplements, certains peuplements pourraient avoir une irrégularité dans leur structure de diamètre. Il y a des hypothèses qui peuvent être liées à ça, comme par exemple la nature de la perturbation qui est venue créer en fait un milieu ouvert. Donc, c'est comme si on était reparti vers une nouvelle succession. À chaque fois qu'il y a une perturbation, par exemple, qu'on rase la forêt, il va y avoir une prochaine succession qu'on va appeler. Fait il y a une régénération qui va s'installer, puis c'est comme s'il y avait une nouvelle forêt qui apparaissait. Donc, là, qu'est-ce qu'on se rend compte avec ces résultats-là? C'est que il y a eu beaucoup d'impacts dans le passé, de perturbations. Fait que là, la forêt est en train justement de se régénérer. C'est pour ça qu'il y a davantage de petites tiges. Et justement, puisqu'on était dans l'habitat de nidification, d'alimentation, la plupart du temps, bien, c'est logique qu'on soit dans des milieux qui sont recolonisés par des jeunes arbres. Ensuite de ça, là où on a localisé les mâles chanteurs, les 17,
Non, c'est pas vrai, les 9, parce qu'on s'est basé nos résultats sur les 9 les 9 placettes qu'on a inventoriées. On se rend compte qu'il y avait 59 qui étaient des improductifs. Ça veut dire que c'est des milieux qui deviendront la plupart du temps jamais une forêt. C'est-à-dire, on peut nommer par exemple les caps rocheux. Ensuite, il y a 25 les milieux forestiers. Puis on a 16 d'arbustifs hétérogènes. Les arbustifs hétérogènes, ça veut dire plusieurs espèces d'arbustes différents. Pour ce qui est de la nature des perturbations, on peut voir qu'il y a 68 de la forêt qui n'aurait eu aucune perturbation connue, en tout cas. Puis, sinon, ensuite, la plus grande portion de perturbation correspond aux coupes partielles, ensuite aux coupes totales, au brûlis total, puis etc. La majorité des peuplements, ce qu'on a vu, c'est qu'ils étaient âgés de 50 ans. Là, vous allez me dire, à 50 ans, il serait supposé d'avoir des DHP d'arbres beaucoup plus grands. Je vous répondrais oui, sauf que justement, selon la nature de la perturbation, la forêt peut mettre du temps à se réimplanter. Donc, même après 50 ans, il y a certains milieux qui n'auront pas nécessairement retrouvé une végétation mature. Donc, les constats. C'est certain qu'on a besoin d'une meilleure gestion de l'espèce pendant sa reproduction. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre l'emphase sur vraiment faire le moins de foresterie pendant la période de reproduction. Puis, on est en train de travailler avec le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, à voir si on ne pourrait pas circonscrire une zone, justement, où est-ce qu'on pourrait officiellement plus faire, comment dire, plus donner des contraintes à différentes activités anthropiques, donc minier, foresterie, même les routes, les constructions de routes, les constructions de bâtiments, le plus possible, dans le fond, ça servirait à éviter ces travaux-là pendant la période de nidification de l'espèce dans une zone en particulier. Puis, tout ça, ce qu'on veut, c'est vraiment harmoniser tous les acteurs qui sont présents dans l'habitat, puis c'est à ça que va servir le temps de conservation. Donc, c'est pas mal tout. On peut noter là, que la patte de l'engoulevent, c'est vraiment spécial. On va appeler son type de patte pambrodactyle, c'est-à-dire que son pouce en bas à gauche va avoir tendance à migrer vers l'avant. Donc, c'est plutôt rare les oiseaux qui ont des pattes comme ça. On peut noter par exemple le martinet qui va s'accrocher dans les cheminées, mais sinon, il y en a très peu en général. Donc, je vais répondre aux questions. J'avais une question. Est-ce qu'il y a une raison ou une histoire sur l'origine de son nom? Oui, très bonne question. En fait, son nom anglais, c'est Eastern Whippoorwill. Puis le Whippoorwill, ça correspond vraiment à son chant. Là. Si on se concentre bien puis on le dit dans notre tête, ça correspond à son chant. Fait que son nom viendrait de là, en fait, que Whippoorwill, ça correspond à l'onomatopée un peu de son chant. Puis sinon, je le décortique souvent avec les élèves, son nom. Dans le fond, engoulevent,
Dans Goulvan, on a engoulé. Engoulé, ça signifie prendre brusquement dans sa gueule. Donc, on pourrait penser que ça vient de là parce que lorsqu'il chasse, justement, il va capturer sa proie de manière agressive. Puis, il y a vraiment, quand il ouvre sa bouche, c'est vraiment très grand, c'est impressionnant. Puis le vent, le vent dans Goulvan, on pourrait dire qu'il chasse dans les airs. Puis le bois pourri, ça pourrait être à cause de son plumage cryptique qui se morfond, que les couleurs ressemblent à du bois pourri. Puis ça peut se morfondre aussi avec les débris lumineux au sol. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-il à sa limite nordique ici? Oui, bonne question. Oui, il est à sa limite nordique, par exemple à l'ouest du Québec. Mais si on va à l'est, il se retrouve beaucoup plus au nord. Même il y en a près de la Gaspésie. Fait que je pourrais dire oui, mais plus du côté ouest du Québec. Est-ce que... Présence dans l'Anaudière, point d'interrogation. Hein? Est-ce qu'ils sont dans l'Anaudière? Oui, dans le sud du Québec, il y en a beaucoup dans Goulvan. Fait que c'est possible pendant un soir de la pleine lune, si vous allez vers 10-11 heures à l'extérieur, en bordure de forêt, vous risquez de l'entendre. Puis, souvent, on peut se demander pourquoi c'est une espèce qu'on conserve et tout. C'est un peu comme les hirondelles. Ils ont vraiment une place dans l'écosystème où est-ce qu'ils vont réguler les populations d'insectes. Puis les populations d'insectes, dans les populations d'insectes, il y a des insectes nuisibles qui vont nuire aux récoltes. Donc, d'avoir justement des chauves-souris, des hirondelles, des martinets qui se nourrissent presque exclusivement d'insectes, ça va permettre de réguler, c'est-à-dire équilibrer les populations d'insectes. Donc, si par exemple, une année, on a, je ne sais pas moi, la cécidomie du chou-fleur, qui est une petite bouche là, qui vient pondre dans les champs de canola, si on a plus d'oiseaux, puis on a également, pas une monoculture, mais on a différentes espèces de légumes ou de fruits, disons, l'écosystème va être plus équilibré, donc ça va permettre de justement avoir une diversité d'espèces. Puis, lorsqu'il va y avoir un insecte nuisible, cet insecte nuisible-là va se faire manger par d'autres parce qu'il va y avoir une très grande chaîne d'alimentation. Il va y avoir plus de prédateurs. Peux-tu développer son statut de protection lacostaque fédérale des provinciales? Oui. C'est un peu difficile de me souvenir précisément, mais en fait, au Canada, il fait partie de l'annexe 1 des espèces menacées. Donc, aussitôt qui est considéré comme menacé, il doit avoir un plan de rétablissement qui est mis en place par le gouvernement du Canada en partenariat avec le COCEPAC. Puis, il va y avoir vraiment des stratégies de rétablissement de l'espèce. Donc, on peut noter, par exemple, un des objectifs, c'est à court terme, c'est de ralentir le déclin de façon à ce que la population ne perde pas plus de 10 au cours de la période 2018 à 2028. Puis à long terme, ce qu'on recherche, c'est à inverser la tendance pour que la population
soit positive. Au Québec, je vous dirais que c'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup moins encadré, c'est-à-dire que lorsqu'une espèce est susceptible d'être vulnérable et menacée, c'est qu'elle n'a pas un statut concret. Donc, c'est un peu comme si, pas à passer entre deux chaises, mais elle est moins directement protégée. Malgré tout, avec la plateforme eBird, puis certaines études en cours au MFFP qui va permettre en fait de répertorier les mentions, mais également de mieux classifier les espèces selon leur statut et selon leur vulnérabilité. Donc, je vous dirais que le mieux, en fait, ça serait que le gouvernement du Québec revise un peu le statut de susceptible, puis que ça devienne soit menacé ou vulnérable. Dans ce cas-là, il y aurait plus de mesures de protection qui seraient associées à l'espèce. Mais on va voir, peut-être que ça va se faire dans quelques années, la révision de certains statuts. Bon, ben, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que vous avez appris des trucs. Puis, c'est ça, moi, mon projet sur l'engoulevent se termine, mais il y en a probablement d'autres sur les oiseaux qui sont à venir. Donc, ben, suivez le CROP. On a une diversité de projets vraiment intéressants en environnement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Mon courriel est à l'écran. Puis, ben, c'est ça. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup tout le monde.